Et c'est parti, on est extrêmement heureux de vous retrouver pour ce live traditionnel, hebdomadaire d'être prof. Beaucoup de plaisir cet après-midi à pouvoir partager ce moment d'échange avec notre invité Eric Saillot, à qui je vais poser tout de suite une question devenue rituelle. Comment s'est passée ta rentrée, Eric? Bah écoute, pas trop mal. Parce qu'avec cette nouvelle casquette, je suis maintenant directeur du département des sciences de l'éducation. Donc la rentrée, c'était une vaste affaire dans la période actuelle. Et pour l'instant, on va pas se plaindre. Attendons la suite, mais ça s'est passé assez bien. Bon, on est heureux de savoir que ça va bien. Je le disais, on est heureux de te retrouver aujourd'hui. On est heureux de retrouver toutes les personnes qui nous rejoindraient. On est également heureux d'avoir à nos côtés quelqu'un que vous connaissez bien maintenant. C'est Mademoiselle Julia B qui apparaîtra dans le forum, dans la chat room que vous avez quelque part sur le côté là, sous l'étiquette d'être prof. On vous invite d'ailleurs à venir échanger avec nous. L'idée, c'est pas du tout de vous proposer une émission complètement descendante que vous subiriez, mais plutôt d'avoir vos retours, vos questionnements, vos suggestions, vos interrogations, vos assertions à partager avec Eric, notre invité. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et puis, je vais me taire, j'ai déjà beaucoup trop parlé comme à mon habitude. Eric, une question j'espère assez simple pour commencer, mais parfois ça peut être très compliqué. Eric Saillot, c'est qui? Alors, qui c'est d'un point de vue professionnel? Actuellement, donc, je suis maître de conférence en sciences de l'éducation, donc directeur du département, à l'université de Caen, en Normandie. De formation initiale, je suis prof des écoles. J'ai été enseignant spécialisé en SECPA pendant une quinzaine d'années. J'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, après mon KPSH, j'avais repris mes études en master recherche, d'abord à Rouen, sous la direction de Jean-Pierre Assolfi. Puis, on m'a dit de faire une thèse, donc je me suis engagé dans une thèse doctorat. Avec Thierry Piot à Caen, je suis allé, on va dire, étudier les ressources des enseignants, des profs des écoles, dans les situations d'aide personnalisée, pour essayer de comprendre leurs ressources. Et de là, le jeu a fait qu'il a fallu publier. Donc, c'était le jeu, on va dire, scientifique. Et donc, j'ai publié autour des pratiques d'enrôlement, des pratiques d'explicitation, enfin, voilà, ce type de choses. J'ai également mené une enquête sur la bienveillance en 2016, publiée en 2018. Et puis, voilà, au cours de ce travail, les choses ont bougé. De médiation, j'y reviendrai tout à l'heure, je suis arrivé à la notion d'ajustement ou de posture, mais on va avoir l'occasion d'y revenir ensemble. Alors justement, on se disait tous les deux en off avant de commencer ce live qu'on avait une grosse émission et qu'on avait été très ambitieux dans la préparation de cette émission. Je pense qu'on a envie de partager beaucoup de choses avec les gens qui nous suivraient. D'ailleurs, j'en profite pour saluer Marilyn, Bénédicte et Laure qui nous ont revenus. Vous êtes bien sur le live Être prof et on va parler cet après-midi de l'amélioration de son écoute et de son observation des élèves pour faire réussir ces derniers. Alors, Eric, une première question tout de suite. On va longuement évoquer la question de la place de l'observation et de l'écoute dans les pratiques pédagogiques, mais en ce moment, dans Être prof, on a bon nombre d'utilisateurs qui sont inscrits à un dispositif qu'on appelle enjeu raccrochage dans une séquence dédiée à ce qu'on va appeler le fléchissement scolaire. Qu'est-ce que toi, ça t'évoque dans ton parcours, cette question du raccrochage? Eh bien, écoute, finalement, ça a été sans doute l'une de mes premières questions professionnelles lorsque j'ai débarqué, entre guillemets, en tant que jeune prof des écoles en SECPA. Cette question de la motivation, cette question de l'implication des élèves, ces élèves qui sont parfois cassés par l'école, ou en tout cas par leur parcours, qui ont accumulé de nombreuses difficultés scolaires ou familiales ou sociales, ou voilà, ou tout combiné à la fois, et qu'il faut essayer de remettre dans une dynamique d'apprentissage, une dynamique de travail. Et donc, c'est ce qui m'avait engagé, en fait, à vouloir, après mon KPSA, je vous l'ai dit tout à l'heure, reprendre des études. Et lorsque je me suis engagé en master recherche sciences d'éducation avec Jean-Pierre Assolfi, qui est sans doute l'un des plus grands didacticiens en sciences, mais nous avons travaillé ensemble sur cette notion de motivation et quelle médiation didactique ou pédagogique on pouvait mettre en œuvre. Donc, tu vois, c'est à la fois l'une de mes premières questions professionnelles, et puis c'est devenu ma première question scientifique, autour de laquelle j'ai fait beaucoup de lectures et qui m'a ensuite emmené donc vers la question de médiation, je le disais, vers la question d'étayage, et pour finalement progresser vers cette notion d'ajustement qui est au cœur de l'ouvrage que je viens de publier il y a quelques semaines. Donc voilà, c'est le cœur de mes travaux actuellement, cette notion d'ajustement, voilà, articulée aux travaux notamment de Marguerite Alté ou de Dominique Bucheton, sur lesquels je vais revenir juste après.
Alors, est-ce que ce bouquin, donc on le voit apparaître à l'image, tu peux nous en dire plus, quelques références? Enfin, on va le laisser un petit peu à l'écran, mais c'est quoi l'histoire de ce bouquin? L'histoire, finalement, c'est assez en lien avec ta première question, parce que dans un parcours scientifique, on vous dit de faire une thèse, vous avez un travail scientifique, mais qui est assez cadré finalement, puis après on vous dit de publier. Et cet ouvrage, c'est un premier espace de liberté que je me suis offert pour faire le pont entre ma vie d'enseignant spécialisé et puis ma vie d'enseignant-chercheur. Pour à la fois donner un cadrage scientifique le plus rigoureux possible autour de concepts, autour de l'ajustement, et pour prendre la suite de travaux largement initiés par Marguerite Alté ou Dominique Bucheton. Et comme ça devenait vraiment fondamental, j'ai envie de creuser cette question avec toujours l'objectif d'articuler recherche et formation. C'est sans doute ce qui fait le lien avec ma précédente casquette, d'articuler recherche et formation. Donc, le but des cadrages conceptuels ou des outils que je propose, c'est pour accompagner la formation des enseignants, jeunes ou moins jeunes, selon le parcours de chacun. Alors, on le rappelle, on est avec toi, Eric, pour discuter des questions de ces postures et de cette notion d'ajustement autour de l'amélioration, de l'écoute, de l'observation. Là, tu parlais de cette multicasquette que tu pouvais avoir, de ces identités plurielles de praticiens, de chercheurs, de formateurs. Euh, Comment est-ce que tu gères cette tension entre ces différentes casquettes qu'on sent, hein, dans le bouquin? Alors, c'est peut-être un sentiment très, très personnel, mais moi, j'ai été un peu déstabilisé. Alors, derrière la rigueur scientifique indéniable du bouquin, de me dire, voilà un collègue qui est outillé scientifiquement et voilà quelqu'un qui a une volonté de formation des collègues. Est-ce que toi, tu confirmes ça, ou alors je me suis complètement fourvoyé en y voyant cette multicasquette? Ce serait presque prétentieux de ma part de le confirmer. En tout cas, on va dire que c'est l'ambition. Voilà, c'est le projet, c'est l'ambition, c'est d'articuler vraiment cadrage scientifique et outils pour la formation. C'est finalement l'une des premières missions de la création des sciences de l'éducation par Mia Larrey en 67, c'était mieux outiller la formation des enseignants. Donc ensuite, les sciences de l'éducation sont parties dans différents domaines, différents objets. Moi, quelque part, je suis dans ce cœur historique des sciences de l'éducation. N'oublions pas que Marguerite Alté a été l'une des doctorantes de Gaston Mialaret et elle a été la directrice de thèse d'HDR de Thierry Piot, qui a lui-même été mon directeur de thèse. Donc il y a sans doute une part de filiation. Et dans cette paire de filiation, effectivement, j'espère articuler, on va dire, mes anciens projets ou combats ou missions de terrain avec celles d'enseignants-chercheurs ou de formateurs. Mais je souhaitais insister beaucoup dans cet ouvrage, on a parlé ensemble, de la notion d'héritage. Voilà, la notion d'héritage, avec une double notion d'héritage. La notion d'héritage en pédagogie, parce que lorsque je parle de posture d'ajustement ou que je travaille en notion d'ajustement, je ne revendique pas la création, l'invention d'une nouvelle pédagogie. Je propose plutôt une nouvelle grille de lecture, de pratiques pédagogiques ou didactiques que les collègues mettent en place sans forcément en avoir conscience, sans forcément l'articuler. Donc je ne revendique pas du tout l'invention ou l'innovation d'une nouvelle pédagogie. Et donc c'est en ça que je me place dans une dimension d'héritage pédagogique, parce qu'il y a des liens étroits avec les pratiques de différenciation, avec les pratiques d'évaluation formative, avec les pratiques de médiation, didactique ou pédagogique dont nous parlions tout à l'heure. Et je me place également dans un héritage, je l'ai évoqué déjà, avec les sciences de l'éducation. Voilà, effectivement. J'ai évoqué les deux grands noms des collègues que sont Marguerite Alté et Dominique Bucheton, c'est-à-dire Dominique, dans son ouvrage de 2009, expliquait qu'elle posait les premières pierres de ce cadrage autour des gestes professionnels ajustés. J'ai tenté de poser quelques autres petites pierres sur ce mur pour essayer de faire avancer cette problématique, voilà, en articulant cadrage théorique, on le dit tout à l'heure, et puis préoccupation pour les enseignants de terrain. Cette notion d'héritage, je l'avais évoqué avec toi, je l'articule beaucoup à ma première rencontre avec Jean-Pierre Astolfi, qui nous avait expliqué, qui avait mis en avant cette citation de Bernard de Chartres sur la métaphore des géants, pour nous expliquer ce qu'était la recherche. Il nous avait dit, nous sommes comme des nains assis sur les épaules de géants. Si nous voyons plus de choses et plus lointaines qu'eux, ce n'est pas à cause de notre perspicacité, ce n'est pas à cause de notre vue, mais c'est grâce à leur grandeur, c'est parce que nous sommes élevés par eux. Donc c'est cette dimension d'humilité qui est commune en même temps aux pédagogues et aux chercheurs. C'est essayer d'emprunter des travaux, de les comprendre pour essayer d'avancer un tout petit peu plus loin, de voir un tout petit peu mieux.
Alors, cette question d'humilité, elle traverse l'ouvrage. Tu as parlé d'une première partie qui était constituée des 2 premiers chapitres, où on est plutôt sur un état de l'art, un cadrage théorique, une explicitation de cet héritage pédagogique et scientifique dont tu viens de nous parler. Mais l'idée, avec Julia, que je salue, et qui a proposé le titre de ce live, c'était vraiment d'aller au cœur des préoccupations des praticiens qui nous regardent. Ce sont souvent des collègues en exercice qui nous regardent et qui ont des vraies questions dites de terrain. Et du coup, avec ce titre, améliorer son écoute et son observation des élèves pour les faire réussir, pour faire réussir les élèves, nous, on se posait la question de pourquoi cette écoute et cette observation seraient-elles si importantes, et toi, comment est-ce que tu travailles ces questions? Donc, cette question, elle est venue au cours de mes recherches sur les pratiques d'étayage. Lorsque j'ai travaillé sur l'étayage, donc toutes ces situations d'aide des profs des écoles avec des petits groupes d'élèves en difficulté, voilà, j'avais commencé à découvrir les travaux de Dominique Bucheton. J'avais également commencé à voir, on va dire, le triangle autour duquel elle articulait la notion de posture, penser, dire, faire. Et puis, au cours de mes observations et des entretiens avec les collègues de terrain, je me suis aperçu que pour aider finement, étroitement, les élèves dont ils ont la charge, leur façon d'observer ces élèves dans ces petits groupes, leur façon aussi de les écouter était fondamentale. C'est la raison pour laquelle j'ai repris le penser, dire, faire, et j'ai ajouté la dimension observer, écouter pour modéliser, on va dire, offrir un cadre. La création, l'invention d'une nouvelle pédagogie, je trouve. De cette posture d'ajustement. Et donc, cette articulation, cette centration sur les gestes d'observation et d'écoute est à voir de façon systémique avec la dimension pensée, c'est-à-dire réflexive, et avec également tout ce que l'enseignant dit ou tout ce qu'il fait. Pour illustrer, on imagine un collègue, prof des écoles par exemple, qui va à côté d'un élève en situation, il est dans sa tâche, il est en train de travailler, il va l'observer en train de travailler pour prendre des indicateurs sur d'éventuels obstacles, d'éventuelles difficultés, afin, pourquoi pas, lui proposer une aide, lui poser une question qui sera ajustée, qui sera personnalisée. La dimension écoutée, elle va venir sur, soit il va écouter ses élèves en train d'échanger, les uns avec les autres, soit il peut également, s'il en sent le besoin, les questionner, on va y revenir un peu plus tard, je crois, dans notre échange, les questionner pour les faire verbaliser, les faire expliciter ce qu'ils sont en train de faire. Et s'il les questionne, il va être attentif à ce que l'élève lui dit, lui explique. Ça va lui donner encore une fois des indicateurs pour penser au type d'aide qu'il pourra fournir et proposer soit dans un ajustement de la tâche, un changement de la consigne, un changement de l'exercice ou une aide verbale, il va pouvoir ajuster. Donc c'est cette articulation entre penser, dire, faire, observer, écouter que j'ai proposé, donc issu des travaux d'analyse, et que je propose comme un outil de formation ensuite. C'est un outil que j'ai commencé à expérimenter pour accompagner notamment les formations des enseignants stagiaires par les profs des écoles maîtres formateurs, pour les guider dans cet accompagnement, pour guider le jeune dans cette façon de réfléchir à ce qu'ils observent ou ce qu'ils écoutent sur leurs élèves dont ils ont la charge, dont ils s'occupent dans des petits groupes notamment. Voilà, pour un premier temps, ce que je peux dire sur cette importance des gestes d'observation et d'écoute. Parler d'héritage, c'est que dans l'ouvrage, par exemple, je rappelle que Philippe Pernoud, pour le citer en particulier, avait écrit des articles sur la notion d'observation formative, pour tenter de détourner le piège du mot évaluation qui est très connoté sur certaines pratiques. Il avait longuement écrit sur cette notion d'observation formative des élèves en difficulté. Et c'est une notion que tu vas développer en partant de cette formule de Pernoud d'observation formative. Tu vas toujours faire dialoguer ces questions d'évaluation et d'observation. Et d'ailleurs, je retiens et je garde cette formule de l'observation formative de Pernoud que je ne connaissais pas et je trouve qu'il résume extrêmement bien l'approche qui est la tienne dans ce livre. Donc, on rappelle le bouquin. Attends, je reviens à l'image. Je fais hop, une petite. Donc, on rappelle les références du bouquin que je vais mettre en bas sur l'art maintenant, s'ajuster au cœur de l'activité d'enseignement-apprentissage. Justement, cet ajustement,
Eric, c'est la notion centrale de ton ouvrage, une notion que toi, tu enrichis de tes travaux à la suite de ceux, tu l'as dit, de Marguerite Altais et de Dominique Bucheton, que Nathalie, que vous retrouverez dès la semaine prochaine, accueillera très très bientôt dans un live qui sera articulé avec le tien, puisque Dominique, elle dit qu'elle écoutera avec attention ton intervention pour pouvoir la compléter et apporter d'autres éléments. Quelle est, toi, ta définition exactement de l'ajustement pour l'activité enseignante et en quoi cette notion, elle est utile et opérante pour faire réussir les élèves et notamment ceux qui sont le plus exposés, on le disait tout à l'heure, au fléchissement scolaire? Alors, juste quelques secondes avant de donner ma définition, il faut repartir effectivement de l'héritage. Et l'héritage de Dominique Bucheton et de son équipe, c'est de réfléchir à la notion d'ajustement ou de geste professionnel ajusté dans une tension entre ce qui est prévu et imprévu. C'est une espèce de gestion de tout ce qui est la dimension de l'imprévu dans la classe. Donc j'ai bien entendu garder cette dimension, mais à cette dimension, cette tension prévu-imprévu, j'ai ajouté une dimension ou une cible qui est les besoins d'apprentissage des élèves. Alors on va me dire, ça peut être aussi une forme d'imprévu, mais lorsqu'on tente de s'ajuster aux besoins, il y a toute une dimension qu'on peut prévoir, qu'on peut essayer d'anticiper, puis on l'a expliqué il y a quelques secondes, il peut se passer des choses également dans le feu de l'action. Donc voilà, j'ai essayé d'articuler prévu à prévu à besoin d'apprentissage des élèves. C'est ce qui m'a fait aussi faire ce détour en introduction par la notion d'école inclusive qui, on va dire, se centre sur les besoins spécifiques, les besoins particuliers des élèves dits en situation de handicap, mais qui, comme le dit le sociologue du handicap Serge Ebersold, réactualise toute la problématique de la différenciation pédagogique en se centrant sur des besoins qui sont avant tout, quoi qu'on en dise, des besoins d'apprentissage. Voilà, on se centre sur cette dynamique de posture d'ajustement. Et donc j'ai donc amené la dimension de posture à la définition comme une espèce d'articulation de l'enseignant, de registre, de gestes professionnels. C'est-à-dire qu'il va essayer de combiner des gestes professionnels pour tenter d'offrir une solution à la situation d'apprentissage, une solution aux besoins rencontrés ou à cette dimension imprévue. Donc j'insiste sur la dimension de posture, j'insiste également sur la dimension de flexibilité et de vigilance de l'enseignant. Voilà, articulé souvent à l'expression que j'aime bien de Bachelard, qui était souvent utilisée par Astolfi, cette fameuse surveillance intellectuelle de soi. Donc on est dans cette position entre flexibilité, vigilance, pragmatique et réflexive. C'est-à-dire, on réfléchit sans cesse à ce que l'on dit, à ce que l'on fait, et on est sans cesse dans l'action. Ok, merci. Merci pour tes réponses, Eric. Alors, juste un point pour les collègues qui viendraient nous rejoindre. Donc, je vous rappelle qu'on est avec Eric Saillot, qui est chercheur en sciences de l'éducation, et qu'on s'interroge autour de l'amélioration de l'écoute et de l'observation pour faire réussir tous les élèves autour d'une proposition d'un ouvrage que tu viens de faire paraître chez l'Harmattan, qui est S'ajuster au cœur de l'activité d'enseignement-apprentissage. Je vais me faire taper sur les doigts parce que j'ai oublié de dire que Julia, elle me dit, dis aux collègues qui sont là de ne pas hésiter à investir le chat en nous disant qui ils sont et quel est leur niveau d'enseignement. Donc voilà une demande, Julia, que je formule auprès des collègues. N'hésitez pas à vous faire connaître dans le chat et surtout n'hésitez pas à poser vos questions à Eric. Eric, on va aller un petit peu plus loin dans l'ouvrage et une partie qui est centrale, alors pas seulement au niveau de la géographie de l'ouvrage, mais aussi parce qu'elle est au cœur de la proposition pédagogique qui est la tienne ou andragogique. C'est aux alentours des pages 92 où tu détailles très précisément et très concrètement un cadre d'analyse de ce que tu appelles les ajustements multiregistres. Comment est-ce que les collègues peuvent utiliser cet outil? Alors peut-être que toi tu préfères le terme instrument pour mentionner une fois de plus Rabardel que tu convoques à de multiples reprises dans le bouquin. Et comment est-ce qu'on utilise cet instrument pour améliorer justement son écoute et son observation pour penser le mieux possible son enseignement? Donc pour répondre en 15 secondes sur le clin d'œil à Rabardel, voilà, j'invoque souvent le Rabardel qui est un ergonome sur la dimension, le passage de l'outil à l'instrument. En fait, avant tout, c'est un outil lorsqu'il existe comme ça intrinsèquement, mais il devient un instrument pour chacun d'entre nous lorsqu'on va s'approprier un outil, lorsqu'on va l'adapter à un contexte, lorsqu'on va l'adapter à nos compétences. Toute la dimension d'instrumentalisation d'un outil, ça vient à ce moment-là. Donc, pour l'instant, c'est qu'un outil qui est proposé. Ça peut devenir un instrument si les collègues se l'approprient. Donc, encore une fois, je suis parti de l'héritage du travail de Dominique Bucheton et Yves Soulet sur le modèle du multi-agenda de macro-préoccupation enchâssée. Ils avaient publié
en 2009, avec la cible que sont les savoirs. J'ai ajouté la notion voilà, d'apprentissage au sens large. Et puis, 4 macro-préoccupations, celle du pilotage, celle de l'étayage, celle de l'atmosphère et celle du tissage. Et lorsque j'utilise beaucoup ce modèle en formation, que ce soit avec mes L3 parcours enseignement ou avec des M1, je me suis aperçu qu'il leur manquait parfois, à ce modèle très intéressant, des clés pour agir. Et pour essayer de leur fournir des clés pour agir, suite à des travaux que j'ai faits, j'ai tenté de leur, on va dire, d'identifier des préoccupations qui iraient dans ces grandes catégories. Voilà, j'ai oublié de revenir rapidement en quelques secondes sur la notion de préoccupation. Elle est centrale dans le travail de Dominique Bucheton, elle est également centrale dans le travail de l'ergonomie de l'activité enseignante. C'est, on va dire, tout ce qui pousse à agir les enseignants dans le cœur de leur activité. Dit simplement, c'est ce à quoi je pense quand j'enseigne. Et la notion de préoccupation, lorsqu'on a été enseignant, elle nous parle, en tout cas moi, elle m'a parlé après mes 15 ans, la quinzaine d'années où j'ai été enseignant spécialisé, parce qu'on a sans cesse la tête prise par ce qu'on voudrait faire. Il y a des dimensions de préoccupation, on va dire, avant l'action ou après, et puis aussi dans le cœur de l'action. Donc j'ai fait une proposition dans l'ouvrage de 6 préoccupations didactico-pédagogiques qui s'articulent aux 4 grandes macro-préoccupations que sont pilotage, étayage, tissage et atmosphère. Mais le but, c'est pas non plus de le vendre clé en main, c'est qu'en formation, par exemple, ce schéma-là que tu as mis à l'écran, je le propose avec des M1, avec, on va dire, les petites bulles vides. Et le but, c'est qu'ils aillent en observation, soit en croisée avec les 2 stagiaires, soit chez l'enseignant qui les accueille, qui doivent identifier, voilà, des registres de gestes professionnels qui peuvent ranger dans la dimension pilotage, qui peuvent ranger dans la dimension étayage ou dans le tissage ou atmosphère. Le but, au bout du bout, quand tout à l'heure tu parlais du sentiment, la volonté ou l'ambition d'être utile, c'est que ça devienne ce que le plat appelle des représentations pour l'action. Voilà. Donc vraiment des choses auxquelles on pense, quand on dit voilà, c'est vrai, je suis en train de faire l'étayage, voilà, à quoi je dois penser au cours de mon cours, pendant ma séance. Pareil, pendant le pilotage, est-ce que j'ai pensé à ça, est-ce que j'ai pas pensé à ça? Donc ce sont des propositions. Mais dès passage à l'instrument, chacun peut se la personnaliser. Chacun peut se la prendre par rapport à sa pratique, par rapport à ses pratiques, pour se repérer ou repérer les jeunes dont ils s'occupent lorsqu'ils sont formateurs, voilà, en tant que PEMF, par exemple, en formation. Voilà l'esprit de la proposition. Et alors, pour chacune des préoccupations didactico-pédagogiques, j'ai proposé ensuite, on va dire, un tableau avec des pistes d'action, modestement, pour pouvoir donner des pistes aux jeunes enseignants qui démarrent dans cette réflexion pédagogique ou didactique. Voilà un peu l'esprit de la proposition que je peux résumer ainsi, Fabien. Alors, justement, je vais essayer de montrer à l'écran. Alors, attends, il faut que je sois, parce que habituellement, je ne suis pas bien latéralisé, mais voilà, dans le bouquin, on retrouve ces tableaux-là sur une quinzaine de pages. Toi, tu les as vus mettre en action avec tes étudiants. Tu as vu comment un étudiant, alors, on prend l'exemple de l'étudiant, parce qu'effectivement, là, on est plus dans un petit laboratoire, un incubateur, où on voit comment les étudiants se saisissent de l'instrument, de l'outil. Et comment est-ce que on peut conscientiser l'ensemble de ces éléments, ou comment est-ce qu'il faudrait faire pour agir au mieux en contexte? Alors, ce type de travail est en cours, que ce soit dans l'information, soit dans une recherche que je mène. Je mène actuellement une recherche sur l'accompagnement des profs des écoles stagiaires, donc ceux qui viennent d'avoir le concours, par les PEMF, profs des écoles maîtres formateurs. Et donc, on a mis en place un protocole où on a des PEMF qui viennent filmer pendant une séance avec leur tablette, le PES, puis après qui font un entretien en repassant la séance avec le PES, prof des écoles stagiaires, ce qu'on appelle entretien d'autoconfrontation, et que je leur ai fourni donc un cadre d'analyse pour les aider à, on va dire, faire expliciter les jeunes. Donc on est dans cet esprit-là où le jeune peut se revoir, mais également le formateur peut se revoir, parce que moi j'ai fait un film de l'entretien entre le PES et le PEMF. Et moi-même, je fais une autoconfrontation avec chacun des formateurs. Donc voilà le protocole que j'avais démarré à monter, on va dire, qu'on a arrêté en plein milieu avant la crise Covid, et qu'on est en train de retravailler avec la DSDEN pour le reprolonger en 2020-2021. Donc on est vraiment dans le cœur de l'actualité de mes travaux, sur essayer d'articuler ces outils avec la recherche et la formation pour en tout cas la destination notamment des jeunes enseignants, des jeunes profs des écoles.
Et notamment avec des contextes d'enseignement que tu connais bien. Là, donc, là, on a dans le chat Gaëlle qui nous a rejoint et qui est actuellement étudiante M2 MEF en anglais et qui accueille un groupe de quatrième de SECPA en ATP. Donc, un public que toi, tu connais bien. Donc, bienvenue ici à Gaëlle, à Guénaël, à Marilyn, à Anne, à Julia, à Sylvain, qui ont eu la gentillesse de nous glisser leur présentation dans le chat. N'hésitez pas à en faire de même. On est toujours avec toi, Eric, autour de cette question de l'amélioration de l'écoute et de l'observation pour faire réussir l'ensemble de nos élèves autour du bouquin. Tiens, regarde, je vais le montrer comme ça pour de vrai, même pas en copie d'écran, hop, avec s'ajuster au cœur de l'activité d'enseignement-apprentissage. Et c'est chez l'Harmattan. C'est publié, c'est sorti la semaine dernière, je crois. Il y a plein de choses dans ce bouquin et du coup, je pense qu'on va avoir une frustration colossale. En tout cas, moi, je vais avoir une frustration colossale à ne pas pouvoir partager tout ce que j'aurais souhaité partager avec les collègues qui nous font le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Il y a, je t'avouerai que quand je suis rentré dans le 3e chapitre, qui est une partie que j'aime particulièrement, ça a été un vrai plaisir parce que là, tu vas chercher des affirmations de collègues que tu as entendues, que ce soit au cours de tes recherches ou au cours des différentes rencontres que tu as eues avec les collègues. Et moi, ce que j'ai voulu te proposer, j'ai relevé un certain nombre de questions alors qui étaient issues de ces affirmations. J'irai chercher l'affirmation, il y en a 12 en tout et pour tout. On est dans le chapitre s'ajuster à soi parce que tu parles des ajustements à l'autre, des ajustements qu'implique la situation pédagogique, mais il y a aussi un ajustement face à soi et face à ce qu'on pourrait appeler soit des représentations, soit des croyances. Je crois que tu n'utilises pas ces mots-là, mais on comprend bien que parfois on arrive aussi avec un bagage et un vécu enseignant et que du coup ça peut faire écran à l'évolution de nos pratiques. Donc moi je t'en ai proposé combien? Je t'ai proposé 6 points et je t'ai laissé choisir ou je te laisse choisir celle que tu souhaiterais aborder cet après-midi. Donc effectivement, c'est aussi une partie qui me tient assez à cœur, parce qu'il y a des parties, on va dire, très scientifiques, il y a des parties où on veut articuler vers la formation, et puis effectivement, ces citations de profs, de collègues, il y en a que j'ai entendu à la cantine quand j'étais encore prof de SECPA, il y en a que j'ai entendu quand je suis allé faire des formations, parce que j'étais formateur pour le rectorat, ou d'autres au cours de mes recherches. Donc j'ai souhaité effectivement en mettre certaines en avant, et essayer de montrer comment il y avait parfois des représentations à déconstruire parce qu'elles pourraient en fait amener à une espèce, il faut dire, d'empêchement du pouvoir d'agir. En fait, si on pense comme ça, on est parfois mené dans une impasse. Donc, effectivement, voilà, il y a différentes. Il y a celle, alors c'est par rapport à l'ordre, mais si tu veux dire, il y a tous les points 6.1, c'est ça dont tu m'avais parlé, c'est ça? C'est ça, moi je te laisse choisir. On pourra peut-être en prendre plus, mais je te laisse choisir celle qui attire le plus ton attention. Donc moi j'avais tout répondu, donc après on va voir. Il y a pas de souci. Donc, mais en tout cas, les toutes premières, par exemple, il y avait, la toute première, c'est je vois pas mes élèves progresser. Je vois pas mes élèves progresser. Juste dire le contexte rapidement. Là, je suis en thèse de doctorat. J'ai filmé des profs des écoles en situation d'être personnalisés. Puis je les ai filmés à peu près 5 séances chacune. Et à un moment, je leur dis, voilà, est-ce que tu as l'impression que l'aide que tu apportes, ça fait progresser tes élèves? Et puis cette collègue me dit, en fait, j'ai pas l'impression parce qu'en termes de notes ou en termes d'évaluation, ça bouge pas tellement pour ces 5 élèves. Et je lui propose de décaler son regard. Je lui propose sur l'implication des élèves, donc on retouche à une notion qui était un petit peu celle du raccrochage, tout à l'heure dont tu parlais. Je lui dis, tu vois, il y a Roland Viau, qui, voilà, un chercheur québécois qui a travaillé sur la motivation. Il propose 4 indicateurs. Il propose l'entrée dans l'activité, dans la tâche. Est-ce que l'élève vraiment rentre ou est-ce qu'on est dans la fuite, les stratégies de fuite qu'on connaît. Une fois qu'on est enseignant de terrain, on pourrait écrire un bouquin sur toutes les stratégies de fuite des élèves. Il y aurait rien à dire. Ou est-ce que l'élève qui vraiment rentre, mais est-ce qu'il fait de son mieux, il a appelé l'engagement cognitif, ou est-ce qu'il bâcle le travail, ce que Dominique Bucheton allait appeler la posture première, c'est-à-dire qu'on répond pour répondre, mais rapidement, et on entend au fond de la salle, j'ai fini, monsieur, ouais, bon voilà, et qu'on voit que c'est assez bâclé. Et puis en cas de difficulté, le vrai virage, c'est est-ce qu'il recommence, est-ce qu'il appelle quelqu'un pour se faire aider, voilà, est-ce qu'il y a de la persévérance. Donc cette dimension entre entrer dans l'activité, engagement cognitif et persévérance, avant d'arriver en 4e sur la réussite. Donc oui, effectivement, la réussite aux évaluations, ça reste le Graal, ça reste l'objectif à atteindre. Mais une fois que les collègues avaient les 3 niveaux intermédiaires, ça leur donnait un nouvel outil intellectuel pour appréhender l'observation de leurs élèves. Et d'un coup, la collègue me disait, mais maintenant que tu me dis ça, il y a un tel petit qui avant, vraiment, elle fuyait, elle faisait autre chose, elle ramassait ses affaires.
Maintenant, elle se met vraiment à rentrer dans l'activité quand je lui propose. Ou tel autre, voilà, tel autre petit garçon qui, lui, dès qu'il y avait une difficulté, il arrêtait tout, il jetait sa feuille, il voulait plus continuer. Et maintenant, il m'appelle ou il appelle ses camarades et il veut recommencer, il veut essayer. Donc, ça leur a donné ces 3 dimensions, un regard nouveau, on va dire, en termes d'observation de l'implication de leurs élèves. Donc voilà, il y a aussi cette phrase, la phrase cet élève ne réussit pas parce qu'il n'est pas motivé, ça c'est une phrase d'un collègue, hein, j'étais encore à la cantine, quelqu'un qui mettait en place des ateliers de remédiation pour la préparation du brevet, tu vois, en mathématiques. Il ne faut pas que j'en dise plus, sinon il risquerait de se reconnaître, non, je plaisante. Mais... Et cette dimension-là, il disait, voilà, bah, lui, en fait, voilà, il ne réussit pas parce qu'il n'est pas motivé. Et donc, toute cette réflexion entre l'articulation, entre réussite et motivation, entre les collègues qui apprennent ou également comme une caractéristique, comme on serait grand, petit, les yeux bleus, les yeux marrons, alors que la recherche montre que la motivation, c'est un processus. Et pour redonner l'illustration de ce qu'est un processus, l'année où j'ai été directeur de SECPA, il m'arrivait de croiser les mêmes élèves, le même groupe d'élèves, dans différents cours, avec différents collègues. Et on aurait pu croire qu'il s'agissait de groupes complètement différents. Voilà. Avec, en cassant les stéréotypes, ils pouvaient être complètement au travail avec la petite collègue, une femme petite de français qui avait vraiment un rapport et une autorité formidable et qui faisait super bien travailler. Puis ils étaient en train de mettre un bazar pas possible en étant que 8 en atelier. Donc voilà, en cassant même certains stéréotypes. Ce qui montre bien que si on était sur une caractéristique individuelle, il devrait mal se comporter avec tous les collègues. Donc s'il y a des contextes dans lesquels ça se passe bien, ça montre plutôt qu'on est sur une affaire de processus. Donc voilà, je la fais courte sur cette question. Et puis, ce que je mettais de central par rapport à ça, c'est que lorsqu'on s'intéresse à la motivation, c'est là qu'on va glisser du côté de la psychologie sociale, notamment, entre autres, des travaux de Bandura, sur la perception des élèves. Ce qui compte, c'est pas la réalité de s'ils sont bons ou pas bons, c'est ce qu'ils perçoivent d'eux-mêmes, et notamment de leurs compétences. Et ce fameux sentiment d'efficacité personnelle dont parle Bandura, ou cette perception de la compétence, lorsque je faisais des formations avec des collègues là-dessus, je leur disais, mais imaginons qu'on aille tous ensemble, à tous ceux qui sont dans le chat, on va tous ce soir faire un bowling. Donc, ça va être compliqué, parce qu'il faut qu'on trouve un bon endroit là pour se réunir. Mais imaginons que la moitié d'entre nous, nous allons mettre les boules de bowling uniquement dans les gouttières. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Est-ce qu'on aura envie de continuer à jouer? On va avoir envie de venir pour d'autres motifs, boire des coups avec des copains, rigoler. Mais si on ne maîtrise pas, il y a un moment où on va avoir envie d'arrêter l'activité. Et l'inverse fonctionne. Je connais, une fois, j'ai accompagné une classe de découverte avec une collègue qui avait aucune activité sportive. Il y avait une activité de tir à l'arc, elle se met à ramasser l'arc. Et puis en écoutant les conseils du brevet d'État, là, du collègue éducateur, elle se met à tout réussir. Elle met toutes les flèches correctement. Et elle me dit, bah, tu vois, Eric, là, je pense que j'ai trouvé mon activité. Je vais peut-être chercher à m'inscrire. Donc, derrière ces 2 anecdotes, il y a l'articulation entre l'importance de la perception de sa compétence et articulée avec l'intérêt. Très souvent, dans le monde scolaire, pas que scolaire d'ailleurs, on met en avant les centres d'intérêt et l'intérêt. Mais l'intérêt, il vient second s'il n'y a plus de maîtrise. Et chacun, dans notre parcours, on sait très bien qu'il y a parfois des choses où on a dit, oh, bah ça, j'adore. Mais souvent, on aime bien si on maîtrise. Que ce soit une activité, un passe-temps, un hobby ou une discipline, on a un prof qui nous explique bien, etc. Donc, l'articulation étroite entre la perception de sa maîtrise des choses, de ses compétences, et puis l'intérêt, voilà, c'est une des clés de compréhension relativement importante par rapport à ces questions. Donc ensuite, je ne veux pas faire un... Vas-y. Peut-être je vais rebondir parce que tu as parlé c'est rigolo parce que je suis nul au bowling. Ça me fait rigoler que tu as pris et du coup j'aime pas y aller. Ce qui crée des grosses difficultés dans ma vie sociale, comme tu peux imaginer. Tu as parlé du groupe et du coup, j'aimerais enchaîner avec une de ces questions. On va toutes les faire parce qu'on a du temps et du coup, c'est passionnant de t'entendre faire le récit de ces échanges et de ces réflexions que tu as pu avoir autour de ces affirmations de collègues. Tu parlais du groupe tout à l'heure et je me posais la question, après avoir lu le bouquin, si d'après toi, la constitution de groupe, quelle que soit la logique de la constitution de ces groupes, quelle que soit leur échelle ou leur raison d'être, elle facilite ou pas l'observation et l'écoute formative? Donc effectivement, on ne passe pas notre question et ma réponse sur comment on constitue un groupe, besoin, niveau, etc. Il y a des travaux là-dessus, on n'est pas là-dessus, ni sur la pérennité de ces groupes, qui même quand c'est un groupe de besoins, peut nous conduire dans des impasses. On n'est pas là-dessus. On est sur l'intérêt d'avoir un groupe en lien avec les gestes
professionnelle d'observation et d'écoute. Et effectivement, j'avais déjà identifié ça dans ma propre pratique d'enseignant spécialisé, je l'ai identifié dans mes travaux de thèse auprès des collègues. Il y a, on va dire, un choix qu'on pourrait appeler pédagogique, mais qu'on pourrait aussi appeler ergonomique. Il y a des collègues qui placent, s'ils ont un groupe de 6 élèves, qui placent à côté d'eux les élèves les plus fragiles. Donc le but, on n'est pas dans une approche du type bienveillance bisounours, dont on pourra parler après, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment que si ces élèves sont près de nous, on est vraiment dans une proximité avec laquelle qui nous permet de bien les observer en train de travailler, d'être au cœur de leur activité. Si le titre du bouquin, j'ai marqué s'ajuster au cœur de l'activité, c'est bien que je vise cette activité, et que c'est la notion d'activité une notion centrale. Et que si on doit échanger avec ces élèves, on peut être dans une espèce de connivence, de proximité qui nous permet une interaction. Et donc cette stratégie qui paraît anodine de mettre les élèves les plus dans le besoin que connaissent certains collègues est une stratégie ergonomique particulièrement efficace pour améliorer l'observation des coûts de ces élèves sans gêner le reste du groupe. Donc bien sûr dans un groupe, et si on n'est pas dans un groupe, c'est la dimension, voilà, toute la posture assessment, d'accompagnement, d'être assis à côté qui permet cette posture d'observation et d'écoute à des moments ponctuels. Et grâce à toi, j'ai découvert que assessment voulait, dans son étymologie, dire s'asseoir à côté, ce qui est extrêmement signifiant. D'autres points abordés. Ah oui, moi j'aime bien celle-ci autour de l'adoption de pratiques d'observation et d'écoute instrumentalisée. Est-ce que c'est des alternatives à l'individualisation des pratiques? J'ai beaucoup aimé ce passage sur l'individualisation des pratiques et sur la réflexion qui en découle. On peut se dire, ok, si j'ai le sentiment ou si réellement je suis passé maître dans l'art de l'ajustement dans mes actions d'enseignement-apprentissage, plus besoin d'individualiser puisque je suis dans l'acte d'individualisation à chaque moment de ma pratique professionnelle. Donc la difficulté, alors je pense que c'est dans ce sens-là, mais que ce soit autour de différenciation ou autour d'individualisation, souvent on nous présente ça comme des espèces, enfin c'est le Graal en pédagogie, sous certains aspects. Mais malgré cette apparence de Graal ou de panacée, ça comporte aussi des dimensions soit négatives, soit des petits choses-trappes, des pièges. Sur la dimension individuelle, des travaux montrent, voilà, des travaux de recherche, mais assez anciens, que au-delà de la difficulté d'individualiser, il y a une vraie difficulté, encore une fois, pédagogique et ergonomique, hein, on ne va pas te le cacher, il ne suffit pas de le décréter pour pouvoir le réaliser, mais qu'on va pousser les élèves dans une dimension individuelle qui va les éloigner du collectif d'apprentissage de la classe. Et on sait aujourd'hui qu'il y a une tension importante, mais qui est un nouveau challenge, entre articuler des phases individuelles sans négliger et sans mettre de côté toute la dimension collective. J'avais lu dans un article d'une collègue, je crois qu'elle était Marie Toulectéry, qui parlait, un néologisme, de recollectiviser la classe, de recollectiviser cette dimension. Elle avait notamment étudié des élèves qui allaient avec le RASED, le réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté, et que si on déconnecte trop ces élèves de la cohérence didactique de la classe, il y avait des difficultés pour les faire réintégrer une dynamique collective d'apprentissage. Donc, mon but après, autour de l'ajustement, comme je le disais en introduction, n'est pas de créer une nouvelle pédagogie, si on peut le redire, ça, c'est bien plutôt une nouvelle grille de lecture, mais pas du tout une nouvelle pédagogie. Le but, c'est d'offrir des lunettes différentes, l'articulation entre aider les enseignants à comprendre leur pratique pour, espérons, les aider à agir ou encore améliorer leurs gestes professionnels. Donc, on est sur un outil pour accompagner, on n'est pas sur une nouvelle pédagogie. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'opposition du tout radicale, au contraire, il y a des éléments de complémentarité et de compréhension, que ce soit avec différenciation ou avec le côté individualisé. Parce que sur différenciation, qui est une autre question, c'était est-ce que ça peut être négatif? C'est qu'à la fois, il y a une portée, bien sûr, positive extrêmement importante, si on pense à tous les travaux, les écrits de Philippe Mérieux notamment, sur la différenciation pédagogique. En même temps, j'y vois deux difficultés, il y en a peut-être plus, mais enfin deux types de difficultés. Il y a une difficulté que j'ai ressentie autour de la représentation qu'ont les collègues de ce que peut être la différenciation. Et certains que j'ai interrogés dans mes formations, mes recherches, pouvaient me dire en premier, non mais moi je fais pas de différenciation, non mais moi Eric, je fais pas trop de différenciation. Et puis au cours des échanges, des ateliers, on s'apercevait qu'ils avaient un questionnement différent, on pourrait dire ajusté, selon le groupe dans lequel ils étaient ou sont l'élève à qui ils s'adressaient. Donc ils pouvaient avoir des pratiques de différenciation ou des gestes de différenciation, mais dont ils n'avaient pas forcément conscience. Ils avaient souvent une espèce
de panacée, d'objectifs très très importants, soit basés sur de multiples groupes, tu sais, avec une espèce de grande ingénierie pédagogique. Et s'ils ne se sentaient pas capables, on en revient au sentiment de compétence, qui est important pour les élèves, mais fondamental aussi pour les collègues enseignants, s'ils n'ont pas le sentiment d'être capables de rentrer dans une grosse ingénierie pédagogique, ils préféraient dire, position de retrait, qu'un choix ergonomique, je fais pas de différenciation. Donc j'ai proposé donc, voilà, quelques schémas également, où, pour moi, que ce soit pour la différenciation ou que ce soit pour toutes les dynamiques autour de l'inclusion scolaire, je ne suis pas dans la politique du tout ou rien. Je défends plutôt l'aspect du petit pas. Et c'est par des petits pas voilà, j'espère qu'on est sur une perspective de développement professionnel. Et donc j'imagine, je pense, sinon je n'aurais pas écrit ça, que la notion d'ajustement, elle est heuristique par rapport à ça. Parce qu'elle permet de réinterroger les gestes professionnels sans enfermer les collègues du côté de modèles préconçus de ce que pourrait être la différenciation. Deuxième grand piège autour de ce mot, c'est qu'il y a des types de différenciation qu'on appelle passives ou structurelles qui emmènent les élèves du côté de moins d'ambition et qui emmènent les élèves du côté de on va dire, on les enferme dans une forme de difficulté ou d'échec scolaire. Ce type de pratique parfois emmène des polémiques, des discussions, des débats assez houleux, même entre les collègues, mais il y a parfois l'enfer et de bonnes intentions, et à force de faire que des groupes de besoins où on a moins d'ambition, on parlait tout à l'heure le lien avec le collectif, on en revient au côté individuel, on en perd au niveau de l'ambition, et c'est toute la difficulté. Donc on n'est jamais dans des solutions simples. Tu sais qu'il y a un des débats aussi dans les questions que j'aborde sur les fameux débats très très chauds entre constructivisme et puis enseignement explicite, où ensuite je m'appuie beaucoup sur les citations de Jean-Pierre Assolfi, qui avait été une grande rencontre pour moi, où il dit refusons les positions binaires. Voilà. Et vraiment acceptons la nuance. Donc on sait qu'aujourd'hui, que ce soit pour l'éducation ou pour d'autres débats, la nuance n'est pas toujours à la mode, mais tenons compte et essayons de maintenir la nuance et les tensions entre différentes idées, parce que si on en revient au cœur des classes, au cœur des pratiques des collègues, les collègues sont confrontés quotidiennement et chaque heure à des tensions entre différentes dimensions. Et faire simple, comme si on pouvait ranger les collègues, les pratiques des collègues uniquement dans telle boîte ou dans telle autre, c'est quelque chose que je me refuse depuis tout le temps. Voilà, sans doute mon passé, ma quinzaine d'années d'enseignant spécialisé me fait vraiment m'interdire de ranger trop facilement les collègues dans des catégories enfermantes. Peut-être une dernière question sur cette série du s'ajuster à soi. Comment est-ce que je peux savoir, Eric, si je suis dans une maîtrise suffisamment bonne de ces postures d'ajustement quand je suis en acte? Qu'est-ce qui peut me le faire dire au-delà de, je ne sais pas, d'un inspecteur qui passerait en rendez-vous de carrière et qui aurait cette grille d'analyse, ou d'un formateur qui aurait la bienveillance de partager avec moi l'analyse qu'il peut faire de mes comportements de praticien? Alors, c'est sans doute la question la plus difficile que tu m'as posée en tout ça que tu as écrit. Parce que ce soit pour le collègue lui-même qui voudrait en prendre conscience, que ce soit pour le formateur ou que ce soit pour le chercheur, la question de la prise de conscience, au-delà de la question de l'efficacité ou pas, mais la question de la prise de conscience, c'est une question difficile. Donc, il faut rester humble par rapport à ça également. Donc, moi, ce que je propose, c'est effectivement un cadre d'analyse. Le penser, dire, faire, observer, écouter tout à l'heure. Celui-ci, il y a une version 2 aussi, j'ai oublié la page, mais on pourra le retrouver, où j'ai mis autour de chaque dimension des questions d'explicitation. Donc le but étant de faire travailler encore une fois entre un enseignant, mais qu'il faut observer. Parce que qu'on soit de toute façon dans une approche d'étayage, donc se faire aider à la Brunner, il y a toujours l'important d'avoir quelqu'un qui vient nous accompagner. Et c'est pareil dans les travaux d'ergonomie cognitive ou d'ergonomie de l'activité, dans tout ce qui est auto-confrontation autour de l'activité, c'est bien quelqu'un, un tiers, qui va nous accompagner dans, on va dire, une mise à distance de notre pratique. Dans cette mise à distance réflexive de notre pratique, cet outil permet d'aider l'enseignant à dire, mais à ce moment-là, qu'as-tu observé? Qu'as-tu observé pour dire ça à cet élève? Ou est-ce que tu avais observé quelque chose? Là, tu as fait ça dans ton activité, dans ta séance. Est-ce que tu avais pris les indicateurs? Quels étaient les indicateurs que tu avais pris? Donc, je fais l'hypothèse que c'est une forme aussi de gymnastique, de grammaire intellectuelle. Que si cette habitude est prise autour de ce modèle, ce sont des outils intellectuels qui permettent d'avoir une vigilance sur soi-même. Que ce soit à différents niveaux, que ce soit avec des enfants ou que ce soit avec des adultes en formation ou plus expérimentés. Parce que faudrait pas non plus que je me fasse mal comprendre, on parle des élèves ou des jeunes enseignants. Mais c'est pareil pour un enseignant expérimenté. En didactique professionnelle, Pierre Pastré ou d'autres insistent sur l'écart important entre réussir et comprendre, que Piaget lui-même avait illustré pour les enfants en développement. On peut réussir
dans notre métier sans savoir comment ou pourquoi on réussit. Donc la difficulté, c'est ce que je dis à mes étudiants lorsqu'ils vont faire des entretiens sur le terrain, il y a toujours un grand écart entre le dire et le faire. Il y a bien sûr des biais de désirabilité, on a envie de se montrer comme le plus beau qu'on peut être par rapport à un jeune qui vient nous interroger, mais pas que. C'est pas autour du mensonge que ça m'intéresse c'est qu'il y a vraiment une question essentielle que tu as posée sur de la prise de conscience. On n'a pas toujours conscience de ce qu'on fait. Et ça va pour tous les professionnels. Voilà, il y a les jeunes qui, si on le traduit en français, disaient les professionnels compétents en savent toujours plus que ce qu'ils peuvent en dire. Voilà, on sait toujours plus que ce qu'on peut en dire. C'est toujours très, très difficile. Donc, derrière ta question très difficile, il y a l'un des objectifs de l'ouvrage ou certains modèles. C'est d'accompagner par des modèles qui permettent, qui pourraient être, il faut être prudent, qui pourraient être des outils intellectuels pour aider les enseignants. On parlait d'observer les élèves, mais là, à s'observer eux-mêmes, avoir cette distance réflexive, avoir cette vigilance. Voilà, j'en reviens, quand j'avais eu les séminaires avec Jean-Pierre Assolfi, qui a été ensuite mon directeur de mémoire, il utilise souvent les phrases de Bachelard, donc cette expression surveillance intellectuelle de soi, elle m'est très très chère, voilà, je me rappelle Jean-Pierre, donc c'est vraiment quelque chose de vraiment fondamental dans ce type d'approche. Je résiste pas, Eric, à partager avec toi un commentaire, une interrogation de Sylvain dans le chat qui nous dit, si je comprends bien, l'ajustement est au cœur de la didactique qui est elle-même au service de la pédagogie et inversement. Sylvain, sache qu'il est beaucoup question de cette dialectique entre didactique et pédagogie dans l'ouvrage d'Eric, mais je te laisse répondre à Sylvain et Eric. Non, mais tout à fait. C'est une remarque très très intéressante. L'une des raisons pour lesquelles je me suis intéressé aux travaux de Dominique Bucheton, au-delà de son travail sur le multi-agenda, de ma propre occupation ou ses postures, c'est l'un des points communs qu'elle a avec Dominique Guagou. C'est que ce sont des didacticiens ou didacticiennes, plutôt du français, autour de l'écrit. N'oublions pas que c'est une spécialiste française, Dominique Bucheton. Elle a écrit un ouvrage refondé l'enseignement de l'écriture, ou Roland Guagou autour de la lecture, n'en déplaise à des spécialistes actuels. Donc on a deux grands spécialistes en didactique, mais qui ont écrit dans un article 2009 pour Dominique, 2007 pour Roland Guagou, en disant la didactique seule ne peut pas tout analyser. Donc ils disent on a besoin d'articuler didactique et pédagogie, et on a aussi besoin de l'éclairage de la psychologie du travail ou de l'ergonomie de l'activité, pour comprendre le point de vue du professionnel de l'intérieur, qui est l'esprit de l'ergonomie de l'activité. Donc ils ont un point commun comme ça d'articuler et de revendiquer l'articulation entre didactique et pédagogie et ergonomie de l'activité, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de didacticiens ou de beaucoup strictement pédagogues. C'est pour ça que je présente souvent ces travaux-là, qui est aussi une posture d'humilité, parce que accepter l'interdisciplinarité ou de les regards croisés, c'est accepter de ne pas détenir la vérité dans une seule approche. Et on a parfois tendance à entendre des scientifiques qui pensent avoir l'approche miraculeuse ou la discipline qui est plus scientifique que les précédentes. Ouais, chose sur laquelle tu mets bien en garde en t'appuyant sur quelques recommandations d'autres chercheurs, notamment sur la question de l'enseignement explicite. J'ai bien aimé quand on est sur enseignement explicite version québécoise, à ne pas confondre avec rendre son enseignement plus explicite. Je pense que ça peut illustrer notamment ce que tu viens de dire. Et si tu le veux bien, je t'emmène dans le quatrième chapitre de ton ouvrage. Donc, on a parlé de l'ajustement à soi, et là, on va aller du côté de l'ajustement à autrui, donc aux élèves, aux collègues, aux parents, et notamment quand on parle d'ajustement à autrui ou quand on parle de l'autre, on peut parler de la bienveillance, la fameuse bienveillance. Tu peux nous en dire un peu plus, parce que la bienveillance, est-ce que c'est pas devenu en quelque sorte un petit peu la tarte à la crème de la pédagogie, pour être un petit peu provocateur? Alors, non, mais je suis d'accord avec cette question. La bienveillance, c'est l'autre point commun avec le raccrochage, finalement. La bienveillance, lorsque, on va dire, voilà, on est sur 2013, les textes autour de la refondation de l'école républicaine, c'est là qu'apparaît, soit dans les concertations, soit dans les textes officiels, la notion de bienveillance, et on sait tous qu'ensuite, il y a une espèce de multiplication médiatique où tous les politiques de tous les bords parlaient de bienveillance très, très régulièrement. Lorsque je me suis intéressé et que j'ai monté une enquête sur la bienveillance, le but étant évidemment pas de considérer que c'était une nouvelle chose. Je considérais bien que pour les collègues de terrain, c'est une préoccupation très très ancienne. Et donc je voulais justement savoir, en montant cette enquête, quelles étaient leurs représentations, donc les idées qu'ils mettaient derrière la bienveillance, à quoi ils l'associaient en termes de pratique, et quelles étaient leurs principales préoccupations. Donc en 2016, j'ai monté une enquête où je la fais vite avec la mission climat scolaire du rectorat. On a envoyé 5200 mails et j'ai 418 collègues qui ont répondu à l'intégralité de mon questionnaire. À la suite de ça,
voilà, les résultats de l'enquête sont dans l'ouvrage, ils sont également en ligne dans la revue Questions vives, recherche en éducation, qui est une revue en ligne gratuite, 2018, le numéro 29, vous avez les résultats. Et donc là, c'est voilà, un petit schéma, on est sur du classique, pour qu'effectivement que confiance ou bienveillance ne deviennent pas ni la tarte à la crème, ni des espèces d'arguments écrans à des politiques qui sont plus libérales qu'humanistes. Voilà, et c'est une espèce de synthèse qui articule autour de préoccupations, mais qui sont d'où je parle d'héritage, qui sont classiques pour les collègues. Vraiment une vigilance autour de l'écoute et du dialogue, une vigilance autour de la valorisation et des encouragements, autour du sentiment de justice scolaire, que ce soit basé sur les sanctions, mais également sur l'évaluation, la notation, la disponibilité, l'accueil, la disponibilité. Donc voilà, autant d'éléments qui ont été mis en avant. Donc là, c'est parce que moi, Éric Saillot, je pense de la bienveillance, c'est la synthèse, mais il y a des résultats bien plus détaillés que ça, que m'ont écrit les 418 collègues qui ont répondu à l'enquête. Et notamment, tu as un petit nuage en bas à gauche qui est sourire et regarder. Ça paraît, on est, voilà, sur la bienveillance, j'ai mon collègue Mathieu Laville qui a fait sa thèse sur les enseignants référents et qui parle de savoir-faire discret. Voilà, l'expression de Molinier. On est parfois sur des savoir-faire discrets ou sur les petites choses dont parlait Sbin. Et c'est vraiment le sourire, ça paraît anecdotique, on pourrait réutiliser ce savoir-faire discret, mais ça a été pointé par certains collègues pour construire une relation de confiance ou bienveillance. Et sur la bienveillance, généralement, comment dirais-je, on insistait sur ce qui paraît une évidence, mais qui est parfois oublié, parce qu'on emmène la bienveillance, le bien-être, on emmène les questionnements vers un tas de préoccupations intéressantes, mais qui parfois se décentrent du cœur du métier. Et c'est Elisabeth Bautier qui avait rappelé que la bienveillance, n'oublions pas, c'est de faire réussir les élèves. Moi, j'ai eu mon concours de prof des écoles en 98. À l'époque, dans les textes, on ne parlait pas de bienveillance, on parlait de pédagogie de la réussite, mais avec les mêmes pièges. Voilà. Le même piège, notamment, et là, le texte finalement le rappelle, sur la refondation des REP, l'importance d'articuler bienveillance, exigence. L'un sans l'autre, on avance beaucoup moins loin avec les élèves. Mais c'est une question vraiment, vraiment difficile parce que chacun des collègues, il met de son histoire personnelle, ce qui est normal, de son épistémologie pratique ou personnelle, dirait Sansevie. Et ce qui fait qu'on peut avoir une coloration, voilà, une espèce de coloration, de peinture pour chacun des collègues qui définit ce qui est pour lui la bienveillance. C'est la raison pour laquelle j'ai ensuite glissé sur les travaux autour de l'ajustement. Comment rendre opératoire une vigilance pédagogique et didactique au service de la réussite des élèves, basée sur l'opération d'écoute, comme nous le disions ensemble tout à l'heure. Alors, ça me fait penser à une réflexion que je me suis faite en te lisant. Est-ce qu'il y a des personnalités qui sont prédisposées à cette posture et à investir les ajustements? Ou est-ce qu'on peut dire, c'est assez, tu vois, en termes de questions, ça peut paraître assez dramatique de se dire que on va avoir des collègues qui vont avoir une structure psychique, un mode de fonctionnement qui va faire que ça va être plus difficile pour eux de rentrer dans cette dynamique, observation, écoute, et puis qui entraîne le reste des actions vues dans le schéma de la posture. Alors là, cette question autour de la personnalité, finalement, j'ai insisté en prenant ce mot-là. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des collègues qui ont on dit souvent une nature, alors qu'en fait on va dire une culture, mais bon ça c'est pour la remarque rapide, qui les prédispose à telle ou telle posture pédagogique. Certes, mais ensuite, donc ce qui m'intéresse, on est autour du développement professionnel de compétences. Donc c'est de donner des outils pour les collègues pour lesquels ce serait soi-disant moins naturel ou moins culturel. Qu'est-ce qui peut les aider? On en revient à la question de tout à l'heure. Qu'est-ce qui peut les aider à construire cette posture? Parce que sinon, si on est du côté de la personnalité, que ce soit sur la bienveillance ou que ce soit sur l'ajustement, on tombe dans une impasse au niveau formation, en disant moi je suis pas comme ça, chacun a sa personnalité, chacun a son identité professionnelle. Donc c'est pas juste si on raccroche ça pour viser la réussite. On n'est pas en termes de personnalité, on est vraiment en termes de gestes professionnels et de posture. Donc tous les travaux qu'il y a quelques années autour de la professionnalisation du métier d'enseignant, on est autour de cette réflexion-là. Le débat n'est pas sur même si on défend tous des idées, qu'on enseigne tous comme on est, EST, effectivement, avec qui on est, notre histoire, notre parcours, ce qui doit être un terrain tissé entre nous tous, ce sont nos gestes professionnels et les objectifs et les valeurs que l'on défend, quoi.
Merci Eric pour ta réponse. Je rappelle aux viewers qui viennent de nous rejoindre qu'on est avec toi Eric et que tu es l'auteur de l'ouvrage S'ajuster au cœur de l'activité d'enseignement et d'apprentissage qui est paru tout récemment aux éditions L'Harmattan. Et avec toi, on questionne l'observation et l'écoute des élèves et puis cette notion d'ajustement que tu abordes dans l'ouvrage dont il vient d'être question. Et tiens, je fais une petite aparté. Ça pourrait être intéressant, après t'avoir écouté sur cette réponse sur l'ajustement à autrui et avec cet exemple des enseignants référents, d'aller écouter le live de la semaine dernière avec Hervé Giraud, qui est lui-même enseignant référent et qui est venu nous parler de la communication et de la relation avec les familles des élèves en difficulté. Et du coup, ça fait complètement sens avec ce qu'il a pu proposer, lui, comme stratégie parlons de stratégies puisqu'elles sont élaborées, relationnelles pour créer ou recréer du lien avec ces familles. Tiens, on va parler toujours dans cette partie de l'ajustement à l'autre de co-enseignement, Eric, puisqu'il en est dans le quatrième chapitre. Tu développes la notion, la question des ajustements réciproques autour de cette configuration du co-enseignement. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas co-enseigner? Je pense à tous les collègues qui seraient en CP ou CE1 dédoublé notamment. Est-ce qu'on ne peut pas co-enseigner si on ne s'ajuste pas? Donc, la question, moi, j'ai articulé effectivement la notion d'ajustement. Je l'ai mis par rapport à un terrain d'observation pour essayer de réfléchir à l'activité d'un binôme. Est-ce qu'on peut encore appeler co-enseignement des collègues qui vont jamais, est-ce qu'on peut appeler co-enseignement, je dis bien, des collègues qui vont jamais s'ajuster, jamais se regarder, jamais essayer de voir comment l'un et l'autre fonctionnent. Alors, il est évident que il faudrait rentrer dans le grain plus fin de ce que je vais dire, là, il me reste peu de minutes, c'est-à-dire que si on est sur deux collègues dans le même espace, mais avec des objectifs différents, des contenus différents, ils peuvent se permettre de juxtaposer. C'est-à-dire que moi, je considère que s'il n'y a pas d'ajustement réciproque, on est dans une juxtaposition des interventions et non pas dans un co-enseignement. Donc, si de toute façon, la modalité organisationnelle fait qu'on peut se juxtaposer, être dans le même espace, c'est une espèce d'anecdote, finalement. C'est une anecdote contextuelle. Si on utilise le fait d'être dans le même espace et la modalité afin de pouvoir, comment dirais-je, avancer à deux de façon plus efficace, si être à deux, c'est pour être plus efficace, là, la notion d'ajustement réciproque, elle devient déterminante. Elle devient même ce que j'appelle l'essence même du co-enseignement. Et donc, j'ai essayé de faire fonctionner le modèle penser, dire, faire, observer, écouter, mais sur les deux binômes. C'est-à-dire, est-ce que le collègue A, il va par moment observer et écouter ce que dit ou ce que fait le collègue B, pour pouvoir, lui, s'ajuster également, soit dans les conseils qu'il va donner aux élèves, soit dans sa vitesse, enfin, sur un tas de choses. Et j'ai trouvé des binômes qui opèrent de cette façon-là. Maintenant, il y a un piège pour l'observateur ou pour le chercheur, c'est qu'il y a également des ajustements, tous les ajustements, même pour les collègues qui en font, ne sont pas visibles, parce qu'il y a des ajustements qui sont routinisés. Il y a des ajustements entre les deux du collègue qui sont soit dans la préparation, soit dans le bilan, soit dans une habitude, une connivence professionnelle. Et si on est dans une connivence, parfois d'un œil, d'un coup d'œil, ou d'un regard, ou d'un geste, les collègues peuvent communiquer. Et le chercheur ou l'observateur a beaucoup plus de mal à appréhender ce type d'ajustement réciproque. Parce qu'il faut avoir une approche longitudinale et ça s'inscrit dans une durée. Donc, il y a également des ajustements réciproques qui sont routinisés, qui sont donc peu visibles, mais pour autant existants. Donc voilà, l'hypothèse centrale, c'est que si on ne veut pas être dans la juxtaposition, mais dans le co-enseignement, les ajustements réciproques sont les gestes professionnels vraiment au cœur de cette activité. Et on va retrouver le développement autour de ces ajustements dans le livre. Écoute, je vois le chronomètre. Donc, plusieurs choses pour arriver vers la fin de cette émission. À toutes les personnes qui nous ont fait le plaisir de venir échanger, écouter Eric cet après-midi, nous relancer sur certaines interventions d'Eric, n'hésitez pas à nous mettre dans le chat vos commentaires sur cette émission. Les critiques, allez-y. Elles seront forcément constructives et elles nous permettront de nous améliorer. Je vais pas te poser les dernières questions, Eric, sur le langage. Pourquoi je vais pas te les poser? Parce que je vais proposer à tout le monde de retrouver ce dernier chapitre autour du langage. On avait imaginé des questions autour des difficultés des enseignants à questionner les élèves pour les faire expliciter ou de la difficulté de l'enrôlement
seulement des élèves et d'une certaine manière des élèves décrocheurs, bien, vous retrouverez tout ça dans la dernière partie de ton ouvrage, Eric. Je ne sais pas si vous avez envie de poser une question à Eric pour la petite minute ou les 2-3 petites minutes qui restent, on vous laisse les poser. Juste le temps pour moi de dire que de toute manière, vous pouvez retrouver ce live ainsi que tous les autres lives d'être prof sur la page Facebook d'être prof. Donc, n'hésitez pas, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup avec des gens que tu connais bien, Eric. Si on se met dans une projection, tu as beaucoup parlé de Dominique Bucheton qu'on retrouvera dans un de ces lives à venir. Voilà, moi, je remercie Julia pour les nombreux compléments qu'elle a apportés lorsqu'on échangeait, Eric, notamment avec des références. Je vais remontrer une dernière fois ton ouvrage. Voilà, s'ajuster au cœur de l'activité d'enseignement apprentissage. Et puis voilà, peut-être que pour être tout à fait complet, il faudrait, merci Marilyn à toi, pour être tout à fait complet, et si je ne le dis pas, elle va me taper sur les doigts, il faut que je vous parle aussi du parcours orientation des profs principaux qui est actuellement en ligne sur être prof. Donc, si vous êtes prof principal et que vous êtes chargé de ces fameuses 54 heures d'accompagnement à l'orientation, je vous invite à aller fureter du côté du site d'être prof pour trouver des références. On parle de trouver des références. Eric, au-delà du bouquin, est-ce que toi, tu as certaines références à nous partager? Où est-ce que tu peux trouver tes travaux? J'ai trouvé une lors de Archie Aziza, donc c'est un pseudo peut-être ou pas. Excuse-moi Archie Aziza si j'ai des bêtises. Mais si on veut prolonger les échanges. Donc il y a le site de mon laboratoire, hein, CIRNEF, où on peut retrouver l'essentiel de mon profil, des travaux, des publications. J'ai une page LinkedIn également. J'ai une adresse mail eric.saillot@unicamp.fr hein, si vous voulez échanger avec moi sur certains aspects de l'ouvrage ou si vous avez un projet, avec plaisir. Donc voilà, quelques références notamment. On parle de Dominique Bucheton, donc son ouvrage qui est sorti en 2020 également. Les gestes professionnels dans la classe, éthique et pratique pour le temps qui viennent. Donc voilà, cet ouvrage. Également, sinon, un ouvrage à quelques revues. Une revue scientifique, donc Questions vives, recherche en éducation, la bienveillance en éducation, le numéro 29 2018 dont je parlais tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est l'ouvrage de Dominique. Et puis, on a parlé de l'articulation entre didactique et pédagogie. Vous avez une autre revue scientifique qui s'appelle Éducation et formation, qui est une revue totalement en ligne et gratuite comme la précédente. Et il y a le numéro 312 de 2019, En finir avec la controverse didactique-pédagogie, que j'ai coordonné. Donc ça pourra intéresser les collègues tout à l'heure qui en parlaient. Et puis, bien entendu, les cahiers pédagogiques, le numéro hommage à Jean-Pierre Astolfi, où il y aura le 22 octobre une journée hommage organisée par Laurent Lesquarche, qui sera totalement en ligne par rapport à la période actuelle, et le dernier numéro sur l'actualité de la métacognition et l'importance de s'abonner et de partager ce message d'abonnement au cahier pédagogique autour de nous pour aider à survivre cette revue importante. Voilà la conclusion. Je me juxtapose ou je ne sais pas, je m'ajuste à ton intervention pour dire vraiment, vraiment, abonnez-vous au cahier pédagogique. Le CRAP a vraiment besoin de toutes les personnes qui, comme toi, Eric, et comme vous, certainement derrière votre écran, ont la pédagogie à cœur. Et vous le savez, le CRAP est vraiment un acteur majeur de la diffusion des pratiques et de la réflexion pédagogique aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous advenir au CRAP. C'est très, 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 très important, encore plus en ce moment qu'à un autre moment. Eric, il me reste à te remercier très très chaleureusement, je te le disais en off, la préparation de ce live a été un vrai bonheur, c'est toujours un plaisir immense d'échanger avec toi et puis j'espère qu'on pourra te retrouver très prochainement, notamment chez Être Prof, peut-être pour une autre action à partager. Ça marche, plaisir partagé. Une prochaine fois, le plaisir vraiment a été partagé également. J'espère que ça a intéressé les collègues qui sont venus nous écouter, les prochains qui vont revenir nous écouter et nous regarder. Voilà, avec plaisir. À une prochaine à tous. Merci Eric, merci à tous. Bye bye. Bye.